Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et je ne peux pas faire seule. Oh non, je suis avec ma collègue, mon amie, ma partenaire, Catherine. Catherine, comment ça va? Allô, ça va bien? À tous les épisodes, j'essaie une nouvelle voix. C'est excellent. C'est pour montrer à quel point je suis polyvalente. On est polyvalente. S'il y a des gens qui écrivent du théâtre, écrivez-nous! Bien sûr, ça va me faire plaisir de lire comme ça. Ok, tu peux mal à la gorge parler de même? Aujourd'hui, on va parler de crime, toi et moi. Mais, juste avant, on va déguster un café. Tu me fais vraiment des belles faces, mais c'est un podcast et les gens n'ont pas la chance de voir cette incroyable face. Je sais. Oui, on va boire du café. Oui. Et non pas du thé. On n'arrête pas de se mélanger quand on fait nos intros de café. Donc c'est du café qui goûte le thé, mais qui n'est pas du thé. Non, absolument pas. Alors, le Qu'est-ce que café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qu'on a obtenu via le Roasters Pack, qui est ce fameux service dont on vous parle une fois de temps en temps. C'est un service où vous recevez une boîte contenant 3 cafés par mois, donc qui vous permet de faire des découvertes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez choisir les sortes de cafés qui vous intéressent. Alors, vous pouvez demander medium roast, dark roast, décaféiné. Et aussi, vous pouvez choisir la mouture. Alors, si vous n'avez pas de grinder à café à la maison, vous pouvez demander à ce qu'ils le fassent pour vous. Ouais! Et ils vont le faire pour vous, gentiment, parce qu'ils sont tellement généreux. Avec plaisir, ben oui. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient du Propeller Coffee Roaster, qui est situé à Toronto, en Ontario, donc pas très loin d'ici. C'est bon, ça. Ouais. Alors, le café, il s'appelle Yirgz, Y-I-R-G, trait d'union, Z. Pardon, j'ai aucune idée comment je suis supposée de prononcer ça. Yirgz! Yirgz! On dirait un personnage dans Star Trek! Ou la version de Star Trek par François Pérus. Alors, le café Yirgz provient de l'Éthiopie et c'est un café qui a des arômes de thé noir, de fraises et de fleurs. Pas de fleurs en particulier, juste floral. Et j'étais un petit peu hésitante parce que les cafés qui ont des arômes de fleurs, des fois, je trouve que ça goûte comme si quelqu'un s'était mis du parfum juste à côté de ma tasse. Mais ici, j'ai vraiment pas eu cette impression-là, justement parce que le thé noir donne un arôme beaucoup plus... qui rappelle un peu plus le beurre, donc quelque chose de plus rond. Ah, miam! Et la fraise vient donner l'aspect un peu plus sucré au café. Et je trouve que la fleur, c'est plus comme une finale. Très parfumée, mais pas désagréable. Alors, c'était quand même un bon café que je vous recommanderais peut-être un peu plus pour l'après-midi, vu que la saveur est un petit peu complexe pour le matin, selon moi. Alors, c'est ce que je suis en train de boire dans ma tasse avec une face de minou sur le côté. C'est très important de servir votre café dans une tasse qui a une face de minou dessus. Ça rend le tout tellement plus agréable. Alors voilà, le café que je vous recommande aujourd'hui. Je répète, le Yirgz de Propeller Coffee qui vient de Toronto, qu'on a obtenu via le Roasters Pack. Excellent service qu'on vous recommande si vous voulez vous gâter. Et sinon, moi je vais m'asseoir avec mon café et laisser Catherine mettre un petit peu de crime dans mon café. Alors Catherine, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Je t'écoute. Je vais vous parler de criminels notoires et... Je vais commencer par faire un petit préambule, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches sur cette histoire, je me disais que, tu sais, c'est une histoire qui est arrivée dans les années 70, ça fait longtemps, c'est probablement pas grave de parler de ces gens-là, tu sais, toutes les informations que j'ai, je les ai trouvées dans les journaux, ça fait partie du domaine public. Mais là, plus ça allait, plus je trouvais ça inquiétant. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à devenir comme Pacifique Plante à la fin de sa vie et à me dire « My God! » La PEG s'en vient après moi. Fait que j'ai décidé de censurer légèrement le cas dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de 4 criminels. Et je ne vais pas nommer leur nom au complet. Donc, on n'aura pas d'effet sonore goofy aujourd'hui pour remplacer les noms. Mais je vais vous parler d'eux et référer à eux autres sous leur prénom uniquement. Et si vous voulez aller vous renseigner sur ces différents cas-là, mon ami, vous allez être capable de trouver des informations
ce sera pas relativement facile, parce que ça a été très compliqué de faire cette recherche pour une raison qui m'échappe totalement. Mais je vais donc vous parler de 4 criminels qui faisaient des crimes dans les années 60-70 à Montréal et qui s'appellent encore de même, Gérald, Jacques, Michel et Paul. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit quatuor, les Beatles du crime. Les bidules du crime. Et je vais vous parler donc d'une bande de véritables truands qui ont commis des crimes à Montréal lorsqu'ils étaient en cavale échappés d'un pénitencier en 1977 et 1978. Un truand, selon un article de la presse qui date de 1982, c'est un terme utilisé aujourd'hui par les forces de l'ordre pour qualifier les criminels dont les crimes sont si nombreux, si bien planifiés et si spectaculaires qu'ils mystifient parfois pendant des années les forces de l'ordre. C'est une belle définition. C'est une très belle définition et vous allez voir que c'est un terme qui s'applique bien à la gang de criminels dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Gérald, Jacques, Michel et Paul. 4 truands montréalais. Avoue que t'es curieuse puis tu veux savoir c'est quoi leur nom de famille. Je vous le dirai pas! Alors, notre histoire commence... Mais en fait, moi, j'aime ça parce que je trouve que ça fait vraiment un peu Beatles ou petit band britannique pendant l'invasion britannique. C'est vrai, c'est un petit band britannique, c'est un petit band de Québécois. Ils chantent des number one hit parade. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 3 crimes différents. Parce que je suis tombée par hasard sur un article concernant le dernier crime. Et quand j'ai fait des recherches sur ce crime-là, quand ils ont été appréhendés pendant le procès, ils disaient « ça, c'est les gars qui avaient fait telle autre chose avant ». Puis là, quand je cherchais telle autre chose avant, ben ça, c'était les gars qui avaient fait telle autre chose avant. Fait que j'étais obligée, dans le fond, de parler de 3 trucs qui s'étaient passés dans un très court laps de temps. Donc aujourd'hui, c'est comme une triade de crimes. Un 3 pour 1. Et notre histoire commence... C'est un 3 pour 1. Notre histoire commence le 7 mai 1977. Gérald, 31 ans, et Michel, 32 ans, sont 2 criminels de carrière. Et ils s'échappent de l'Institut Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai pas réussi à trouver pour quelles raisons ils étaient détenus à l'Institut Archambault, mais je sais que Gérald a commencé sa carrière de criminel en 1965 et qu'il était déjà bien connu des autorités, tout comme Michel. Après l'évasion de Gérard et Michel, il y a plusieurs mois d'accalmie, dans le sens où j'ai pas réussi à trouver quel crime ils auraient possiblement commis pendant cette période-là. Ils étaient occupés à bâtir leur vie de couple. Ils étaient peut-être occupés à bâtir leur vie, mais à partir de décembre 1977, là, ils ont commencé à en commettre des crimes et on en a des traces dans les journaux. Donc, on arrive au 14 décembre 1977. Une femme du nom de Hélène Laforte, 36 ans, est en train de laver la vaisselle en compagnie de ses 2 filles, Annick et Marie-Claude, dans leur domicile de Ville d'Anjou. Hélène Laforte est la femme du gérant de la Caisse populaire des employés de Radio-Canada. 2 hommes se présentent à la porte. Ils disent qu'ils sont des employés de Bell. Ils sont venus checker votre meter. Oh! Mais là, Radio-Canada... checker vos lignes de téléphone. Radio-Canada avait sa propre banque. La Caisse populaire des employés de Radio-Canada. Tu sais, comme il y a la Caisse populaire des Italiens dans la Petite Italie, puis il y a différents noms pour les caisses populaires. La Caisse populaire des Polonais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah. Donc, le propriétaire de la Caisse populaire des employés de Radio-Canada. Fait que là, il y a 2 hommes qui sonnent à la porte, ils disent qu'ils sont des employés de Bell Canada. Fait qu'ils sont venus checker les lignes de téléphone, ou je sais pas quoi. L'un d'eux est vêtu comme un homme d'affaires, et l'autre comme quelqu'un qui grimpe dans les poteaux, selon Madame Laforte. Ah. Les 2 hommes entrent dans la maison et sortent des revolvers munis de silencieux. Oh non, 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 non! Ce ne sont pas des vrais employés de Bell Canada, je crierais bien. Ah non, hein? Non, je pense que c'est un subterfuge! C'est possible. Alors, un 3e homme arrive sur l'entrefaite, portant cette fois une cagoule. Les 3 truands commencent à attendre. Ils attendent quoi? Le mari. Vous allez le voir dans une seconde. Oui, exactement. Ils attendent le mari. Et en attendant, ils surveillent les alentours de la maison et ils écoutent aussi les conversations radio de la police par le biais d'un walkie-talkie. Oh. Ils ont l'air très bien organisés. À partir d'ici, les détails ne sont pas clairs dans les journaux, mais voici ce qui s'est possiblement passé, que j'ai retracé à partir de divers articles de journaux. Marcel Laforte, le mari de Madame Hélène Laforte, et le propriétaire de la Caisse populaire des employés de Radio-Can arrivent à son domicile. Il est tout de suite maîtrisé par les criminels et menacé avec un gun. Sa famille va être tenue en otage pendant qu'il va remettre de l'argent aux criminels. Easy breezy. Alors, Madame Laforte et ses 2 filles sont conduites en voiture sur le boulevard métropolitain et séquestrées dans une tente roulotte où elles vont passer la nuit. Et pendant ce temps-là, Marcel Laforte est conduit au 1400 boulevard Dorchester, à la Caisse populaire des employés de Radio-Can, et forcé à ouvrir les coffres de la caisse. Il remet aux criminels la modique somme de 326 950 $, ce qui équivaut à 1 380 000 aujourd'hui. Oh, OK. Laforte est ensuite libéré, sa famille aussi, un maudit gros trou dans le portefeuille. Ouais. Et les criminels, eux autres,
Quel est le rapport avec avec les Beatles du crime dont je vous ai parlé au début? Qu'est-ce que c'est? Patience. Chaque chose en son temps. On a d'autres choses à discuter avant. Mais pourquoi il avait amené la madame dans une tente roulotte? Il me semble que c'est étrange. C'est très étrange. Je dirais, il fait juste rester à la maison puis les garder en joue. Je comprends pas. Je ne vous recommande pas de faire cette chose-là non plus. S'il vous plaît, ne kidnappez pas les gens. Mais c'est un détail qui va revenir plus tard, puis on va pouvoir en reparler quand ça va réarriver. Oh, la tente roulotte, elle va revenir. Pas exactement, mais ok. disons que on va en reparler. Avant de parler de ça, il faut qu'on parle de quelque chose d'autre. Qui est le cœur de cette histoire, qui est le crime à partir desquels j'ai trouvé ces hommes-là. D'accord. Et il faut qu'on parle de ce qui s'est passé le 7 février 1978. Fait que là, 2 mois environ après le vol de la caisse pop, il se passe quelque chose de pas mal heavy metal dans le dash. On est désormais le 7 février 1978. Gérald, sa blonde, Joanne, et 2 de ses bons chums, Michel et Jacques, s'en vont faire un... ils sont revenus! Ils sont arrivés, les Beatles du crime! Ils s'en vont faire un tour de char à Pointe-aux-Trembles. Et ils ne vont pas se promener dans l'Est de Montréal pour le fun de se promener dans l'Est de Montréal, ils s'en vont voir Michel Roy. Michel Roy est le directeur de l'Institut Archambault. Tu sais, la prison dont Gérald et Michel se sont échappés. Michel Roy a 36 ans et travaille à la prison depuis 6 mois seulement. Malgré son jeune âge, il administre le pénitencier avec une véritable poigne de fer et son administration est largement contestée par les prisonniers. Ouais, j'allais dire, 36 ans, c'est jeune pour être à la tête de ça. OK. Ben, écoute. Oui. Et il est très compétent, peut-être trop zélé, très sévère. Et Roy, il dit, entre guillemets, trop sévère et trop tatillon, selon un article de la presse. Trop tatillon. Trop tatillon. Les détenus se plaignent d'être victimes de répression, de sévices et de transferts injustifiés. Donc, on a parlé il y a quelques épisodes avec l'histoire de Richard Blass, du mauvais traitement des prisonniers dans les institutions au Québec. Ben voilà. Ça s'est toujours pas réglé. C'est des choses qui arrivent. Ça s'est toujours pas réglé. Alors, un groupe d'une dizaine de prisonniers aurait alors décidé de s'occuper de la question et de passer à l'acte, mettons. Le groupe est mené par Paul, notre 4e Beatle, qui est décrit par la presse comme étant un caïd montréalais. Alors, paraîtrait que le frère de Paul ait été transféré injustement dans un autre pénitencier et Paul n'a vraiment pas apprécié la chose, pas du tout. Ouais, mais ça, il s'est séparé de son chum. Non, son frère. C'est frère et chum. Encore plus son chum. Yes, sir. Et là, Paul, lui, le caïd montréalais, il a un contact au bureau de l'immatriculation des voitures et il a réussi comme ça à obtenir l'adresse de Michel Roy à partir de sa plaque d'automobile. Alors, le 7 février au soir, Gérald, Michel et Jacques font de la reconnaissance à Pointe-aux-Trembles. Ils ont été envoyés là par Paul. En se promenant en char, ils discutent de ce qu'ils vont faire en trouvant Michel Roy. Il y en a un qui propose qu'ils ne veulent pas lui organiser une fête surprise. Avec un gâteau. Tu serais bien avisé de faire une devinette comme ça. C'est pas ça dont il parle pour tout. Alors, il y en a un qui propose de lui casser les jambes. Ça enverra un message. Classique. Classique. Il y a un autre qui propose de l'abattre. Classique. Et finalement, le 3e dit on pourrait le tuer puis tuer tout le reste de sa famille aussi. Ça serait fort. Oui. Classique. Et finalement, la décision quant à ce qu'ils vont faire à Michel Roy, elle se prend vite et par la force des choses, parce que quand il débouche sur sa rue, il voit que Michel Roy est dehors, devant sa maison, il est en train de pelleter. Fait qu'on est le 7 février au soir, il fait déjà noir, ça tombe bien. Les 3e sortent de la voiture et s'approchent de Roy. Un des hommes, Michel, est armé d'un Beretta avec silencieux. Il brandit le gun et tire 7 balles dans la tête de Michel Roy. 7? OK. Wow. 7 balles. Les 3 criminels repartent en trombe. À ce moment-là, l'affaire crée toute une commotion dans le milieu carcéral. La rumeur veut que les 3 tueurs aient une liste de têtes de différents directeurs de pénitencier du Québec et qu'il va y avoir d'autres meurtres. Mais non, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'autres meurtres. Non, juste toi. Juste toi, on t'aime pas. Non, juste Michel Roy. Il n'y a pas d'autres meurtres. Mais à la place, il y a un vol. Alors, on est rendu le 17 février 1978, ça fait 10 jours que Michel Roy a été assassiné. Et ce n'est rien pour ralentir nos chers truands, Gérald et Michel. Le 17 février, il se présente au domicile de la famille Martineau, en compagnie de Paul. Tu sais, Paul? Paul! C'est le caïd, là, dont le frère avait été transféré dans une autre prison. Cette fois-ci, il était venu. Il s'était libéré. Cette fois-là, il était libre. Alors, tous les 3, ils se présentent chez les Martineau. Et chez les Martineau, il y a Victoria Martineau, son mari Maurice,
qui est directeur de la Wells Fargo de Longueuil, wink wink, et leurs 2 enfants, William et Charles. Oh. Les 3 truands entrent dans la maison, menacent sa famille avec des guns et les prennent en otage. Does it sound familiar? Un petit peu, oui. Un petit peu, hein? Victoria Martineau et ses enfants sont amenés dans un terrain vague à Dorval. Ah. Et pendant ce temps-là, Martineau père doit suivre les ravisseurs jusqu'à Wells Fargo et ouvrir les coffres. Ah, ça ressemble à une autre histoire. C'est ça. Lorsque le vol est complété, Victoria, William et Charles sont relâchés dans le stationnement du centre commercial Rockland. Ah! Ah! Vous allez pouvoir aller magasiner, là. C'est ça, il va pouvoir aller magasiner chez Yves Rocher puis manger de la bonne crème à glace au Laura Saccord. Yeah! Yeah! Cette fois-ci, le montant dérobé à la Wells Fargo est substantiel, mettons. Ah, c'était substantiel, pas pire, à Radio-Can aussi, là. Mm-hmm. Sauf que cette fois-ci, Gérald, Michel et Paul sont repartis avec 1,2 million, ce qui équivaut à 4,8 millions d'aujourd'hui. Oh! OK, j'avoue, on a up the ante. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Donc moi, j'ai commencé à me renseigner sur ces criminels-là par l'entremise de l'assassinat de Michel Roy, qui était le cas le plus médiatisé d'entre ces 3 crimes-là. Mm-hmm. Et l'affaire, c'est que justement, ça a pris longtemps avant qu'ils soient capables de comprendre qui avait commis le vol de la Caisse populaire de Radio-Canada. Mais comme vous avez pu le constater, le vol de la Wells Fargo, ça ressemble beaucoup. C'est ça. On fait des liens. On fait des liens. C'est ça qui a permis à faire des liens aussi. Puis c'est là-dedans qu'on va embarquer maintenant, parce que c'est la fin des crimes. Maintenant, place à l'enquête. Yeah! Puis là, quand j'ai appris toutes ces histoires-là, moi, j'ai trouvé ça bien mélangeant parce que je cherchais cas par cas. Fait que je lisais le cas, le procès, le cas, le procès. Puis j'ai décidé de vous raconter la suite, non pas par procès, mais en ordre chronologique, parce que justement, ça permet de remettre en ordre le raisonnement des policiers, qui les a menés à, éventuellement, arrêter ces hommes-là. Fait que là, ça fait quelques semaines déjà que l'affaire de Wells Fargo mystifie la police, jusqu'à ce qu'un bijoutier du nom de Roger se présente au poste de police pour faire un témoignage en mars 1978. Ça fait 1 mois. Alors, Roger dit que Paul lui a demandé de développer des photos de ce qu'il a plus tard reconnu comme étant la scène du vol de Wells Fargo. Mais c'est un bijoutier, pourquoi il développe des photos? Roger, il y a beaucoup de choses en même temps, okay. C'est ça qu'on va apprendre. C'est un triple threat. Mm-hmm. Fait qu'il paraît qu'ils se sont rencontrés en janvier 1978 dans un bar qui s'appelait le Barnside sur la rue Guy, qui n'existe plus. Et Roger, il connaissait Paul parce que Paul était son voisin de copropriété à Fort Lauderdale. Oh, il y avait des condos! Fait que là, Paul, il demande à Roger, toi, tu fais de la photo amateur, t'as une chambre noire, peux-tu me développer des photos pour moi? Puis Roger dit oui, il accepte de développer des photos. Puis là, Paul le suit chez lui. Et pendant que Roger développe les photos dans sa chambre noire, Paul accueille 4 autres individus louches chez eux. Gérard, Michel, puis 2 autres gars qui s'appelaient Maurice et Martin. Roger entend certaines brides de conversation entre les 5 hommes et il parle d'un, et je cite, client de la Wells. Oh! Paul, Michel et Gérald semblent full enthousiastes par rapport à whatever qu'ils sont en train de discuter à propos de la Wells. Maurice et Martin sont un peu plus réticents. Les photos que Roger développe montrent un terrain de stationnement, un camion portant en grosses lettres l'inscription Roberval Transport et un camion blindé comme un camion de la Brinks. OK. Quelques semaines plus tard, en février 1978, Roger est en vacances à Fort Lauderdale avec sa femme, quand retentissent Paul, Gérald et Michel qui arrivent pour faire de la villégiature dans le condo attenant à celui de Roger. Sup! Yay! Fait que là, un matin, les hommes vont chercher des journaux du Québec. Puis là, ils reviennent, puis ils regardent la une, puis Roger les entend jaser de la une, à travers leur balcon, là, qui communique, là, tu sais. Puis là, les criminels auraient apparemment dit, et je cite, « Ils sont dans le noir, ils nous pogneront jamais. » Ouf! Fais un peu plus discret. Ouais, je sais. Fait que là, quand Roger rentre à Montréal en mars, il va tout de suite voir la police. Michel est arrêté le 30 mars à Fort Lauderdale. Et la SQ se met à la recherche des autres coupables et finit par arrêter Gérald, avec 2 autres gars, dans une chambre d'hôtel au Hyatt Regency. Et l'arrestation de Paul, ça va venir un petit peu plus tard. Oh, il était mieux caché que les autres. Fait que là, alright. La police commence à mettre 2 et 2 ensemble, hein, parce que, comme je vous ai dit, on va se le dire, il y a des similarités importantes entre le vol de la Caisse populaire des employés de Radio-Canada et le vol de la Wells Fargo. En effet. Fait que là, la SQ se remet sur le cas du vol de la Caisse Pop, et au cours de l'été 1978, il crée un line-up avec plein de usual suspects, comme dans le film. Yes! Et ils amènent Hélène Laforte et sa petite fille Marie-Claude pour identifier les criminels.
Et là, Hélène Laforte et sa petite fille identifient formellement un des hommes comme ayant été impliqué dans leur kidnapping, et cet homme, c'est Gérald. Oh. Il est identifié à cause de plusieurs choses. D'abord, sa taille. Gérald mesure 5 pieds 2. Oh non! Mm-hmm. Il est tout petit! Et ensuite, la petite Marie-Claude reconnaît Gérald à son tic. Son tic, apparemment, c'est de se taper un de ses poings dans son autre main. Comme... Oh ouais, quand même, là. Qui veut se Ouais. battre? Raccabitique à 4 heures. Qui veut se battre? Gérald n'a pas de cheveux aussi. Gérald fait peur. Il y a rien honnêtement. pour lui, ce monsieur. Gérald, c'est la raison principale pour laquelle je vous dis pas c'est quoi le nom des personnes impliquées dans cette histoire-là. C'est un homme qui me terrifie. Gérald, il était vraiment beau. Yes sir, full swag. Il était... mais il faisait peur. Fait que là, bon... fait qu'on dirait que c'est assez de preuves pour eux, tu sais, pour l'identifier formellement, là. Ouais, il a la même grandeur, puis il tapait dans sa main. Fait que là, il prépare un procès, puis en parallèle, le 20 août 1978, Paul est arrêté à Fort Lauderdale, lui aussi, pour l'affaire de Wells Fargo. Et à ce moment-là, il était aussi possiblement voulu pour une attaque au poignard perpétrée à Vancouver. Ben, voyons donc. En tout cas, il y a peut-être un c'est pas petit arrêt clair, par Vancouver avant d'aller en Floride. On sait que c'est un caïd, en tout cas, c'est un truand, et ça mystifie les policiers. C'est un pas fin. Fait que là, Gérald est... si j'ai bien compris, le seul criminel qui va être formellement accusé du vol de la caisse pop. Son procès commence en novembre 1978 et il est présidé par l'honorable Claude Bisson. Pendant le procès, Hélène Laforte et sa fille viennent témoigner, ainsi que Marcel Laforte, le propriétaire de la caisse. La défense présente aussi leur défense, tu sais. Gérald proteste qu'il a un alibi en béton. Au moment du meurtre, il était avec sa blonde, Joanne, qui venait de rentrer d'un voyage au Maroc. Il montrait ses souvenirs. Elle y montrait ses souvenirs, mais surtout, elle y contait ses aventures parce qu'elle avait été appréhendée à la frontière avec de la drogue. Ah, maudit! Avait-tu traîné une valise rouge, elle, là? Fait que Gérald avait passé la soirée avec elle, mais oui, et sa libération après sa libération de... on ne sait où, parce que elle devait s'être fait incarcérer, j'imagine, après s'être fait pogner avec la drogue. En tout cas, fait qu'elle s'était fait pogner avec la dope en rentrant du Maroc, puis il avait passé la soirée avec elle. Pour la rassurer, puis dire « c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ». Fait que là, qu'est-ce que t'en penses? Là, Madame Laforte pis sa fille aurait identifié un gars qui était en déguisement au moment du crime, tu sais. À cause de sa manie de taper son poing dans sa main, puis à cause de sa taille, est-ce que tu penses que c'est assez pour l'envoyer en prison? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que oui, personnellement, surtout la grandeur. Oui. Eh bien, en décembre 1978, après 4 heures de délibération, Gérald est acquitté du vol de la Caisse populaire de Radio-Can. Il est en train de consoler sa blonde. Sauf que là, moi, je comprends pas pourquoi il a pas été renvoyé en prison parce qu'il s'est échappé une première fois. Parce qu'il était en cavale à ce moment-là. Il était échappé de prison. C'est vrai. Avec Michel. Vous l'avez repogné, remettez-le dedans. Les détails sont pas clairs, mais je pense qu'il est retourné en prison parce qu'il s'était évadé. OK. Mais en tout cas, on va y revenir un peu plus tard. Fait que là, pour la Wells Fargo, pendant ce temps-là, les choses continuent à avancer dans l'enquête. Et le 5 mars 1979, les policiers trouvent des armes, des gilets pare-balles, des perruques et des cagoules dans une maison à Saint-Jean, à 50 km à l'est de Montréal. Des perruques comme Moira Rose sur le mur. Des perruques! Ils ont tous leur nom. Et eux autres, ils déterminent que ce sont les armes qui ont permis de faire le coup de la Wells Fargo. Fait que j'imagine qu'avec les empreintes, ils arrivent à seal the deal, parce que le procès de Gérald pour le vol de la Wells Fargo, il débute en avril 1979. Fait que, un peu comme pour le vol de la caisse pop, Gérald est reconnu par les victimes de vol, soit la famille Martineau en raison de sa petite stature, et cette fois-ci en raison de son regard perçant. Oh! Parce que il portait un déguisement, il portait une cagoule, mais ses yeux le trahissent. Et en cours, on l'accuse d'enlèvement, de séquestration, d'extorsion, de vol qualifié, mais aussi de port de déguisement. C'est ça. C'est pas l'Halloween, là, tu portes pas un déguisement. Non, c'est ça. C'est interdit. On va arrêter tout le monde au Comic-Con. Ben oui, hey, port de déguisement. Port de déguisement, port de déguisement, port de déguisement. Fait que là, cette fois-ci, par contre, Gérald n'est pas le seul qui est accusé. Michel et Paul sont aussi du procès. Parce que les trois ont participé au truc de la Wells Fargo. Tu sais, ils ont été stoulés par le voisin qui a développé photo, là. Ouais. Bon, voilà. La famille Martineau témoigne, et sans doute des experts en identification judiciaire aussi, concernant les armes trouvées à Saint-Jean. Il y a aussi quelqu'un qui vient parler de Joanne, la blonde de Gérald. Qui s'était fait pogner avec de la drogue. Ouais, mais paraîtrait aussi que dans les jours suivant le vol, elle aurait payé 3 mois de loyer cash, soit un total de 1035, qui est 4020 aujourd'hui. Il me semble 4000$ pour 3 mois de loyer, c'est pas beaucoup, là. C'est une joke, là. C'est une joke, là. En tout cas, je te dis qu'il devait pas vivre dans un 0,5 à Montréal-Nord, là. Il y en a pas de crise de logement à Montréal, voyons donc. Fait que la couronne présente ça comme preuve, le fait que la blonde de Gérald ait payé 3 mois cash.
Mais la blonde de Gérald ne peut pas venir témoigner parce qu'elle a disparu sans laisser de traces le 13 avril 1978. Ben voyons donc. Ouais. L'histoire est vraiment floue ici, mais j'ai creusé un peu et je pense avoir reconstitué ce qui est arrivé. Voyez-vous, dans un autre article sur Gérald, il parlait non pas de la disparition de sa blonde, mais bien du fait que sa blonde avait été retrouvée morte, brûlée dans une voiture sur la rive sud. Le nom de la fille n'était pas nommé. C'est en fouillant puis en cherchant d'autres articles sur Gérald que j'ai réussi à trouver le nom de cette fille. Et en entrant son nom dans Google, j'ai trouvé une page sur un site de généalogie concernant une jeune fille qui serait morte en 78 à l'âge de 24 ou 25 ans qui avait ce nom-là. Oh my god. En commençant à chercher ce cas-là, je m'attendais pas à ce que ça avait aussi triste, puis quand j'ai découvert l'histoire de la mort de cette femme-là, je pense que ça vaudrait la peine qu'on la nomme au complet. Elle s'appelait Joanne McKirchner. Donc, elle serait décédée en avril 1978 à l'âge de 24 ans. 24 ans. 24 ans. Ouais. Mais les truands, ils étaient dans la trentaine. Dans la trentaine. Okay. Ouais. À ce stade-ci, Gérald, son chum, il avait 33 ans. Pendant le procès des truands pour le vol de la Wells Fargo, il y a une autre personne qui vient témoigner, une personne très importante. Bien sûr, c'est Roger, le bijoutier et photographe amateur. Ah, Roger! Et là, pourquoi dans ma tête, Roger, il porte comme un manteau de fourrure puis des lunettes rondes orange? Comme Elton John. Oui, je sais pas pourquoi c'est ça que je vois dans ma tête. Je sais pas, mais pendant... Tu sais, je t'avais dit qu'il faisait bien des affaires puis on savait pas trop, là. Pendant le procès, la défense tente de miner la crédibilité de Roger en soulignant le fait qu'il a un casier judiciaire. Oh, Roger! Ah! L'avocat de Gérald le qualifie de taré aussi. Ben voyons! Je sais pas trop. C'est un temps où les avocats pouvaient juste envoyer chier les gens. Lui, c'est un taré, puis on faudrait pas le prendre au sérieux. Mais en tout cas, c'est peut-être ça qui explique ses diverses activités éclectiques comme vendre des bijoux puis développer des photos. Là. C'est un ancien prisonnier qui est en train de se redresser, tu sais. Ben, et ça explique aussi pourquoi il connaissait Paul. Ah. À l'issue du procès, veux-tu deviner le verdict, cette fois-ci pour la Wells Fargo? Moi, je dirais coupable. Yes. Alright. Alors, cette fois-ci, là, Gérald avait prison. échappé à la justice la première fois, mais cette fois-ci, Gérald, Michel et Paul sont condamnés à 14 ans de pénitencier pour le vol de la Wells Fargo. Mais là, il nous reste une histoire à régler, tu sais. Michel Roy, le directeur du pénitencier. Fait que là, on va passer à l'année suivante, soit 1980. Qu'est-ce qui se passe avec l'assassinat de Michel Roy? Ça fait 3 ans que l'enquête stagne. Parce que il y a pas de témoins, il y a pas d'armes du crime. Ah, c'est vrai, c'était la nuit, dans la rue, puis... C'était la nuit, dans la rue. Michel est possiblement reparti avec son Beretta, là. Fait que là... Vraisemblablement. On a des idées, mais rien de concret. Clairement que Babine et Poupou sont pas sur le cas parce que ça se serait réglé beaucoup plus vite que ça. Ça serait déjà réglé, là. Hey, on y est pas. Mais là, la chance de la SQ tourne. Oh! Wow! Que je peux acheter, là? Et là, c'est le temps de vous parler de Jacques. Parce que je vous ai dit qu'il était 4 Beatles dans cette histoire-là. C'est là qu'arrive Jacques, l'autre criminel. Parce que Jacques. Jacques, il est incarcéré au pénitencier à l'Institut Archambault, le pénitencier dont Michel Roy était le directeur. Et au pénitencier, il y a une rumeur pas le fun qui circule. Donc, premièrement, les rumeurs, c'est pas gentil, hein? Non. C'est pas correct. Deuxièmement, paraîtrait que Jacques, qui était de retour en dedans pour une histoire non reliée, parce qu'il était possiblement impliqué dans l'histoire de la caisse pop, lui. Il était de retour en prison. Bon. Il était de retour pour nous jouer un mauvais tour. Fait qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il aurait stoulé à la police dans une histoire de production de dynamite artisanale à même la prison. Ben voyons donc. Fait qu'il y avait des prisonniers qui étaient en train de construire de la dynamite artisanale à l'Institut Archambault, puis il y a une rumeur qui veut que Jacques les aurait stoulés à la police. Mais là, Jacques, la dynamite artisanale avec des petits glitters pis des plumes. Mais je comprends pas comment tu peux faire une affaire de même. Je comprends pas. Où est-ce que tu te mets pour faire ta dynamite artisanale dans le pénitencier? Je comprends pas pantoute. Cache en ton lit. Mais tu sais, apparemment, c'était vrai, parce que si ça avait pas été vrai, il y a personne qui se serait préoccupé de cette rumeur-là, là. Mais Jacques, la rumeur, ça le rend très nerveux parce qu'il sait qu'il a rien stoulé, lui. Mais il sait aussi que... J'ai rien fait, laissez-moi tranquille, débarquez sur mon dos. Mais il sait que les rumeurs qui circulent comme ça en prison, là, c'est dangereux, tu sais? Ouais. Fait que là, quand la police l'approche pour lui demander « Ça te tenterait-tu de stool sur le monde? » devenir un informant?
aimerais-tu devenir un informant par rapport au meurtre de Michel Roy? Hmm? Ben, Jacques, il accepte. Il accepte surtout parce qu'il apprend qu'un autre criminel notoire a accepté de parler avec la police. Ouh. Un gars du nom de Big Ben. Oh! J'ai son nom complet plus loin. Ouais, c'est ça. Fait que quand il entend parler du fait que Big Ben a viré délateur, Jacques, il se dit « Ok, moi aussi, je vais virer délateur, c'est correct, tu sais. » Et puis là, ils ont 2 témoignages de la SQ, mais c'est pas assez pour accuser formellement quelqu'un. Ça va prendre au moins un témoignage de plus, et le témoignage leur tombe justement entre les mains. Parce que, en mai 1980, un autre criminel sort de prison. Son nom, à lui, c'est Jean. Ah! Jean entend parler par des policiers de la mort de Michel Roy. Lui, il était pas dans le même pénitencier. Et il commence à mettre 2 et 2 ensemble dans sa tête. Parce que, vois-tu, Jean dit que le soir du meurtre, il a reçu la visite de Gérald, Michel, Jacques et aussi Joanne McCurcher, qui était la blonde de... Bon. Gérald. Fait que là, eux autres seraient arrivés, ils seraient repartis et seraient revenus vers 21h pour lui donner un sac de choses dont ils ont demandé de se débarrasser. Jean, il a fait ça sans poser de questions et le lendemain, il a reçu un appel de Gérald qui lui demandait s'il avait vu la une des journaux. Fait que là, non, dit Jean. Ben, va voir la une, dit Gérald. Et à la une, ben, il parlait de la mort de Michel Roy. Oh. Fait que là, quelques jours plus tard, Jean dit avoir revu Gérald et sa blonde, et Gérald lui aurait alors avoué son implication dans le crime, tout simplement. Juste comme ça, de même. Je te dis ça de même. Juste comme ça, de même. Ben, parfois, les criminels se vantent. Ouais, surtout avec d'autres criminels. Très vrai. Et ça, c'est le témoignage de Jean, c'est ce que ça va prendre pour faire arrêter Michel, Gérald et Jacques, pour qu'ils soient formellement accusés du meurtre de Michel Roy. Lors de leur arrestation pour le meurtre, Gérald et Jacques étaient encore en cavale parce qu'ils s'étaient encore échappés du pénitencier de l'Institut Archambault où ils purgeaient une peine pour avoir volé 1,2 million à la Wells Fargo. Tu sais, tu vois-tu, là? Voyons, barrer les portes, maudit. C'est un flight risk, là. Fait que là, en mai 1981, le procès est finalement prêt à commencer. Le juge est l'honorable Jean-Guy Boilard et l'avocat de la couronne, maître Ronald Shaker. En tout cas. Shaker. S-C-H-A-C-T-E-R. OK. En tout cas, Shaker. Bon. D'abord, il y a le procès de Gérald et Michel ensemble. Et selon l'issue, il y aura ensuite le procès de Jacques, parce que, tu sais, Jacques est devenu délateur, fait qu'il y a une peine réduite. Puis aussi, il y a une implication réduite à ses dires à lui, on va y revenir. Les procédures vont bon train, mais il y a un simili-scandale parce qu'il y a un témoin de la couronne, le maudit Jean, qui fait au tribunal des témoignages qui sont contradictoires et qui vont dérailler le procès après 3 semaines de procédure. Là, j'ai eu beau chercher, là, j'ai jamais trouvé ce qui s'est passé. Oh. Fait que peut-être qu'il avait fait un témoignage à la police avant, que là, il est allé en cours puis il a dit quelque chose de différent. Ils ont dû arrêter le procès. Bon. En tout cas, le processus recommence 6 semaines plus tard et la preuve de la couronne repose sur 3 témoins. Jacques, on l'a déjà dit, qui a délaté ses amis. Jean et un certain Big Ben. Big Ben. Un autre gars que je n'aimerais pas. Hey, je sais pas pourquoi j'ai peur de même qu'ils partent après moi, là. On est en 1981, là. Ça fait 40 ans! On va s'imaginer une grosse horloge qui témoigne pendant un procès. J'ai peur pareil, puis après ça, je retourne aux old-timey crimes, là, je vous avertis, puisque les fantômes partiront pas après moi. Bon. Fait que là, grâce au témoignage de ces 3 délateurs, la couronne réussit à tisser un lien entre l'arme du crime et Michel, son Beretta, tu sais, et aussi à placer les autres suspects sur les lieux du crime. À l'issue du procès en janvier 1982, veux-tu deviner le jugement? Coupable, tout le monde en prison! Coupable! 25 ans de prison ferme, c'est la prison à perpétuité, en fait, avec 25 ans ferme, et le juge Boilard déclare en les condamnant qu'il espère qu'ils ne seront jamais admis à la libération conditionnelle compte tenu des circonstances de l'assassinat et des preuves entendues, mais aussi du fait qu'ils sont des flight risks en tabarnouche, là, ils n'iraient pas de se sauver de prison. Et c'est des récidivistes. C'est des multi-récidivistes. Puis là, Gérald et Michel, ils ne voient pas la déclaration de Boilard d'un bon œil. Puis il y en aurait un qui aurait dit, et je cite, « Toi, Boilard, t'as des grosses mâchoires, mais fais attention à toi. » Je sais pas ce que ça veut dire. Puis l'autre lui aurait lancé un bon vieux « hostie de chien sale. » Selon classique. Les journaux. Classique. Et là, suite à ça, Jacques va aussi avoir son procès. Il va plaider coupable et il sera condamné à 10 ans de prison. Écoute, un petit 10 ans. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Ils se sont encore sauvés. Je sais pas, j'ai perdu la trace de Michel. J'ai perdu la trace de Michel complètement parce que je veux pas vous dire son nom, mais il y avait un nom très commun. Fait que c'était de plus en plus difficile de le chercher dans les journaux, puis à un moment donné, ça donnait plus rien. Je sais ce qui est arrivé à Gérald. Il a essayé de nombreuses fois de se sauver de prison, dont au moins 2 fois à bord d'un hélicoptère. Là, ça avait l'air des histoires assez rocambolesques, puis ça a l'air de mériter un épisode à part entière, fait que je vais faire un 2e épisode sur Gérald à un moment donné que je nommerai toujours pas parce que j'ai peur de lui. J'ai peur de lui parce qu'il est encore en vie. Oh! Et
aux dernières nouvelles, je pense qu'il est encore en prison et qu'il n'en sortira pas. Il a 75 ans et il a depuis... La dernière fois où il a tenté de se sauver de prison, c'est en 1998, et depuis ce temps-là, apparemment, il y aura un très très bon dossier, et désormais, il aurait le droit d'avoir des sorties sans surveillance, mais je crois qu'il est encore en prison. D'accord. Mais Voilà. je sais pas, il y a de l'air assez... il a de l'air assez cochon graissé, là. Il arrête pas de se sauver. Oui, mais à un moment donné, il a arrêté, puis depuis ce temps-là, il s'est comme impliqué dans l'aumône, là, puis le côté religieux, puis je pense qu'il y a peut-être eu une épiphanie ou quelque chose comme ça, parce qu'apparemment, il y a un très très bon dossier depuis quelques années, puis une bonne réputation au sein de... Ça fait comme quasiment 30 ans, là, qu'il sait pas... Ça fait 25 ans qu'il a pas essayé de se sauver de prison, là, puis il essayait à toutes les 2 minutes avant, là, fait que... Ouais. Il y a clairement quelque chose qui est arrivé, là. Avant, il était comme un chat quand t'ouvres une porte, là. Il était pareil comme un chat quand t'ouvres une porte, puis il entend d'autres chats dehors, puis il va aller jouer. Mais c'est ça, fait que lui, apparemment, se serait calmé. J'ai quand même peur qu'il vienne chez nous, là. Fait que je veux pas dire son nom. Puis ensuite, je sais ce qui est arrivé Ben, Jacques, justement, il a continué à délater pour la police. Il a fait son autre 10 ans. Après ça, bon, il a continué à délater pour la police. Et, apparemment, en 1982, Paul, le caïd de Montréal, serait aussi devenu un informateur pour l'escouade anti-gang du CUM, le Centre urbain de Montréal. Alors, c'était l'histoire d'une bande de truands. Donc, j'ai Michel dont j'ai perdu la trace, un qui est encore en prison, et 2 qui sont devenus délateurs. Et c'était des hommes qui avaient côtoyé Georges Lemay, et dont les noms apparaissaient dans des articles de journaux avec Georges. C'est un petit lien pour notre épisode. C'est l'épisode 17, c'est ça? Oui, c'est l'épisode de 17, Georges Lemay, qu'on avait fait en partenariat avec notre bonne amie Mégane, qui avait fait vraiment des excellentes recherches. Alors, si vous voulez donner un peu de love à Mégane, vous pouvez aller écouter l'épisode 17, qui était vraiment un très bon épisode aussi. Voilà. Très amusant. C'était mon histoire sur les truands de Montréal. Et voilà. Fait que, il y a eu plusieurs tentatives d'évasion de prison, puis les articles sur les tentatives d'évasion étaient vraiment intéressants, puis je vais sûrement faire un autre épisode là-dessus à un moment donné, quand je vais avoir eu moins peur d'eux autres. Et de la pègre. La pègre. C'était pas long, finalement. Je pensais que ça allait être plus long que ça, comme cas. Je regarde l'heure, là. Non, c'était bien round-up, bien expliqué, bien bien contenu. Tant mieux. Écoute, 3 cas, c'était du sport, là, sérieusement. Ouais. Ben, quand même. Ok, c'est ça. Pour vous parler de ma démarche. Ah! Ma démarche artistique. Non, mais c'était... Je suis tombée sur un article sur Michel Roy, par hasard, en lisant sur un autre cas. Je pense sur l'enlèvement de Charles Marion. OK. Puis, je suis tombée là-dessus, puis quand tu cherches les noms de ces gars-là sur Google, il y a personne là-dedans qui a une page Wikipédia ou une entrée dans l'encyclopédie canadienne. C'est des truands, c'est des criminels importants de Montréal, mais sont pas aussi importants que Richard Blass, ou sont pas aussi notoires que Richard Blass ou Monica Lamitraille ou whatever. Fait que c'était excessivement difficile de faire de la recherche sur ces cas-là, mais à un moment donné, c'était trop intéressant. T'sais, quand tu commences à lire sur Michel Roy, c'est comme, oui, on a arrêté des gars, les gars étaient sauvés du pénitencier parce qu'ils avaient volé la Wells Fargo, puis ça fait juste découler là, tous les crimes de ces hommes-là. Puis comme j'ai dit, Gérard, il avait commencé sa carrière dans les années 60. Lui, il a sûrement été rattaché à beaucoup d'autres crimes que j'ai pas été capable de retracer. Parce que, justement, il y a personne qui a écrit de livre sur eux. Il y a pas de film sur eux. Ils ont pas été dans les grands procès. Tu sais, c'est quelque chose qui a pas été énormément médiatisé, puis ça a été, honnêtement, je vais vous l'avouer, là, le cas le plus difficile que j'ai décidé de rechercher. Là. Il y a plusieurs moments où, dans ma recherche, je me suis dit, je vais juste abandonner ça parce que c'est rendu trop rough. Quand j'ai appris, tu sais, l'histoire de la mort de Joanne McCurcher, je me suis dit que c'est trop rough, c'est trop difficile, puis je me disais, c'est dangereux, ils vont venir chez nous, ils vont me tuer, tu sais. Mais, en tout cas, je sais pas trop, là, je batte tripais cette semaine, j'avais bien de la misère à faire cette recherche-là, puis je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir écouté ma petite conclusion. Ça a été excessivement difficile, puis ça se peut que je me réattaque pas tout de suite à ces gars-là, mais je vous promets que je vais revenir avec la tentative d'évasion. Si vous êtes déjà au courant de des histoires de tentatives d'évasion, là, celle-là, c'était en 1990 à Donnacona, à la prison de Donnacona. Fait que peut-être qu'il y a des auditoristes qui vont déjà avoir entendu parler de ça, mais je vais certainement vous revenir avec cette histoire-là plus tard. Mais moi, je te remercie, Catherine, par exemple, parce que je pense que c'est des recherches qui ont vraiment bien payé. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis en plus que t'aies relié 3 cas ensemble, je trouve ça super impressionnant, puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça fascinant comme histoire. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé ça, cette histoire. Alors maintenant, Catherine, tu peux te reposer, prendre une bonne gorgée de café, faire une belle sieste, ou tu feras peut-être pas une sieste après avoir bu un café. Peu importe.
Non, ben, on a d'autres choses à jaser aussi. Exactement. On a les On a encore des plotlines de District 31 à vous raconter. Mais juste avant, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau cas de Un peu de crime dans ton café. Et on vous demande si vous avez des suggestions de cas ou de café, si vous aimeriez nous raconter des histoires d'évasion de prison. Vous pouvez nous écrire unpeudcrime@gmail.com. On aime toujours vous lire et avoir de vos nouvelles. Ça nous fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudcrime, sur Instagram, @unpeudcrime dans ton café. N'hésitez jamais à interagir avec nous. Nous aimons beaucoup ça, entendre parler de vous. Et encore une fois, notre petite demande, si jamais vous avez un petit 2 minutes, si vous pouvez nous donner une note sur notre page Facebook ou sur Apple Podcast et nous mettre une petite critique. C'est comme ça que ça nous permet de grandir en tant que podcast et d'avoir des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices. Ça nous aide vraiment beaucoup à grandir notre belle communauté de Un peu de crime dans ton café. Et on vous dit merci beaucoup d'avoir été parmi nous. À la prochaine. Et pour ceux et celles qui sont, comme Catherine et moi, des fans de District 31, on vous invite à rester pour les 2 minutes de babine. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, on vous aime pareil et on vous dit à la semaine prochaine pour plus d'histoires de crimes québécois. Et sinon, on passe aux 2 minutes de babine. De babine. Ok, fait que là, partner, là. Ouais. Tout le monde a mis nos beaux vestons de Simons. Ouais. Puis là, je te tends ta tasse du SPGM. Yes. Je nous ai préparé du café à la machine à café. Là, on peut s'asseoir à la table, à côté du mur, avec plein de bouteilles d'eau Perrier que je sais pas trop à quoi ça sert. On sait pas trop à quoi ça sert. C'est un choix intéressant de décoration. Ouais, effectivement. Fait que là, avant que Chiasson il vienne nous gueuler après, t'aurais-tu une histoire de crime à me raconter? Ouais. Yes, sir. J'ai une histoire de crime. Yes, sir, je t'écoute en sippant mon café. J'ai une histoire qui est beaucoup moins rough que ce qu'elle sonne. Ok, je te fais confiance. Parce que c'est une histoire de prostitution juvénile. Ça commence pas bien, mon chum. Ça commence pas bien. C'est l'histoire d'une madame. Ok. Elle se pointe au poste du district 31 puis elle veut parler avec une policière. Fait que là, il envoie Hélène Bourgeois-Leclerc. Isabelle. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est le nom de son personnage. Elle est bonne, elle est bonne. Puis on s'en rappelle, il y a une couple de semaines, dans les 2 minutes de babine, elle s'était occupée de l'histoire de la petite branleuse, là. Oh oui! La petite branleuse aux mains collantes. Mais là, c'est l'histoire différente qui l'occupe cette fois-ci. Et là, la madame a dit que elle pense que sa fille, elle se prostitue! Oh là, non! J'ai ça quand ça arrive. Comment ça? Puis là, la madame, elle sort une liasse de billets de son sac. Elle dit, j'ai trouvé ça les affaires de ma fille. Oh non! Leclerc, elle dit, mais ça veut pas dire qu'elle se prostitue! Ouais, peut-être qu'elle fait du trafic de fidget spinner. Ben ouais! Ou peut-être qu'elle est très populaire sur les TikTok. Pourquoi qu'elle se prostituerait, tu sais? Puis l'autre a dit, c'est parce que je le sais, tu sais, je la vois qu'elle est en train de changer, hein. Je la vois. Elle est en train de devenir une femme. Yeah! Puis là, elle avait trouvé une affaire dans son sac ou un message sur son téléphone. Une adresse d'un hôtel. Puis là, elle disait... c'est parce que... Excusez. C'est dur de raconter des histoires quand on s'en rappelle pas. Fait qu'elle dit qu'une amie de sa fille qui est venue la voir pour lui dire qu'elle faisait de la prostitution. Puis que sa fille, elle allait toutes les soirs dans un hôtel de Montréal. Oh! Qui avait un nom qui existait pas, tu sais, bien sûr, parce que c'est pas les vraies places. Puis qu'elle allait là-bas. Le Hilton. Elle savait pas trop ce qu'elle faisait. Le Hilton. On va dire que c'est le Hilton. Fait que là, elle allait au Hilton. Puis elle faisait de la prostitution juvénile. Oh my God. Elle a dit, OK, on va... C'est une conversation très casual entre 2 adolescentes. On va checker ça, tu sais. Ouais, on va checker ça. Fait que là, elle s'en va avec Poupou, hang out dans le lobby de l'hôtel. Oh! Puis là, il repère la petite chiller fille. dans un hôtel avec Poupou. Là, il repère la petite fille. Oh! Dont j'ai oublié le nom. Parce que j'ai pas une bonne mémoire pantoute, tu le savais. Fait qu'il repère la petite fille. Puis là, il la suive à l'étage. Puis il voit dans quelle chambre qu'elle est. Oh! Puis là, ils attendent que tout le monde soit parti de la chambre, tu sais. Puis là, ils rentrent dans la chambre. Puis là, dans la chambre, il y a plein de linge de filles, tu sais, puis des sacs. Des sacs à main, puis du maquillage, puis tout. Ça a l'air d'être une place où une gang de prostituées juvéniles se préparait avant d'aller faire un coup de prostitution juvénile. Fait que là, ils disent, OK, on a vu tout ce qu'on avait à voir, on va revenir demain. Fait que là... Mais peut-être qu'elle faisait juste un photoshoot de mode! Peut-être!
Mais là, ils reviennent le lendemain, puis ils posent des caméras puis des micros. Ah! Écoute électronique! Écoute électronique! Keyword. Écoute électronique. Là, ils s'en vont dans la chambre d'hôtel à côté, puis là, ils écoutent là, ce qui se passe dans la chambre. Avec là, un ils petit voient stéthoscope ou un verre, là. Ouais. Comme dans l'histoire de Puis- Christine Lepage. Puis ils écoutent à travers le mur. Puis ils entendent un homme qui rentre. Puis qui leur dit où est-ce qu'il faut qu'il aille, tu sais. Fait que là, ils commencent à suivre la petite chose. Petite patente à gosse. Puis ils la voient entrer dans une chambre d'hôtel. Puis c'est la chambre d'hôtel. Oh non! Puis ils disent, OK, tu sais, là, on va avoir toutes les preuves qu'il faut, là, parce que là, ils ont fait de l'écoute électronique, puis tout. Puis là, ils sont allés voir la procureure. Puis là, ils ont assez de choses pour faire un bust. Oh yeah! Fait que là, ils se disent, OK, la prochaine fois, on va suivre la petite patente à gosse, puis on va aller dans la chambre d'hôtel où est-ce qu'elle est. Tu sais, on va attendre une couple de minutes, là. Tu sais, On va va défoncer écouter la porte avec nos pieds! on va écouter une couple de secondes, là, pour être sûr qu'ils sont en train d'échanger du cash, là. Puis on va rentrer dans la chambre. Puis je sais pas comment ils font pour entendre. Ils ont mis des micros dans cette chambre-là aussi, mais comment ils savaient que c'était dans cette chambre-là qui allait être? Je sais pas. C'est des micros hyper sensibles aussi pour entendre l'argent Des faire micros hyper schlick-schlick. sensibles. Puis là, ils entendent le micro qui font schlick-schlick. Puis ils disent « Go, go, go! » Puis ils rentrent dans la chambre. Puis là, dans la chambre, ils pognent la petite fille avec un humoriste. Oh Un non! humoriste célèbre. Oh, ouais! Oh non! Puis là, ils disent « Monsieur Chose! » Steven, je me rappelle son nom à lui. « Vous êtes en état d'arrestation parce que c'est une prostituée juvénile. » Puis il est comme « Non, 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 non! » Il est comme « Lydia, dis-leur que t'as 18 ans. » Puis la fille est comme « Je m'appelle pas Lydia. » Oh non! On est Mais là, mal parti! Apparemment, il avait montré une fausse carte. Oh maudit! Fait que là, ils arrêtent la petite fille. Puis là, ils font un truc de scared straight, là. Parce que Hélène Bourgeois-Leclerc, là, qui est assez rough, merci, là, elle s'assoit à côté d'elle, puis elle dit « Là, moi, t'expliquer qu'est-ce qui va se passer, là. Si tu collabores pas avec nous autres, tu vas te ramasser en dedans, tu sais, dans les trucs de prévention juvénile, là, puis ça va être la DPJ, là, puis tu vas être suivi pendant des années, puis là, tu vas drop out de l'école, tu vas te faire agresser par du monde, tu vas perdre tout ton argent, tu vas mourir. Bon, en tout cas, elle grossit On va te ça retrouver bien dans le fleuve! On va te retrouver dans le fleuve, essaye même pas. Fait que là, finalement, la mère de la fille, elle rentre, pis elle est comme « Pourquoi t'as fait ça? » Puis là, elle pleure, pis tout, puis elle réussit à convaincre sa fille de collaborer avec la police. Aide-les! Puis là, il y a plein de shenanigans qui se passent, là. D'une seconde à l'autre, la petite est comme « Non, je vous parlerai pas. » Mais là, après ça, une seconde après, elle est comme « Je vais vous parler, puis je me sens vraiment plus apaisée maintenant. » Mais là, il se passe de quoi, puis elle change d'idée, puis elle est comme « Non, je vais plus vous parler. » Puis elle a des... Tout le monde est vraiment très bipolaire dans cette histoire-là. Là. Ça va de 0 à 100 sans arrêt. Puis là, elle finit par leur livrer la liste de tous ses clients, avec tous ses rendez-vous, OMG. les dates, les chambres d'hôtel, tous les détails qu'il faut, là. Fait que là, les autres, ils commencent à se renseigner au poste, tu sais, qui est-ce qu'on peut arrêter là-dedans, parce que c'est une prostituée, c'est du oui-dire, tu sais, c'est une prostituée qui nous a livré ses clients. Puis ils décident qu'ils seraient probablement capables de vérifier à cause des numéros de téléphone, de la triangulation, tu sais. Oh oh, triangulation! Et qu'ils vont arrêter les multirécidivistes. Fait que ceux qui ont fait appel à ces services plusieurs fois. Parce que là, il y a pas place à l'erreur, tu sais. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont des gens de très très haut niveau. Oh no! Oh non! Puis là, pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils sont en train de chercher tout le ring de prostitution juvénile, là, ils finissent par trouver c'est qui run ça. Qui? C'est une madame qui se fait appeler Fabio. Mais qui est une madame, en fait? What? Puis qui est... c'est juste son nom dans le téléphone des gens, elle s'appelle Fabio. Mais c'est une madame qui est un ancien mannequin. Oh non! Puis elle runnerait ça avec le monsieur qui allait dans la chambre d'hôtel pour leur dire à quelle place il fallait qu'il aille, là. Puis là, ils sont comme, oh, on va resserrer les taux autour d'eux autres, puis on va tout démanteler ce réseau-là. Sauf qu'avant qu'il ait temps de faire ça... Avant qu'il ait temps de faire ça, bam! Fabio est retrouvée morte dans son char. Elle a été étranglée. Oh non! Oh non! Fait que là, non. y a-tu quelqu'un de plus important qui s'occupe de ça? Ben, l'autre monsieur? Ben, l'autre monsieur, peut-être. Non, il est en prison pendant ce temps-là. Oh! Fait que là, il pense que c'est peut-être la pègre qui run ça. Puis ils veulent pas trop s'en mêler avec la pègre. Les Snickers. Fait que... Les patchés. Les patchés. Ils veulent pas trop s'en mêler avec la pègre. Fait qu'ils décident de juste arrêter les gros clients, tu sais. Mais c'est la job Puis à Poupou de se mêler de la paix. Ouais, je sais, mais Poupou, il faisait d'autres choses à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il Il est allé se faire peigner, là. Ouais, il y avait des... Oh mon Dieu, il y avait des problèmes avec sa blonde. Faut que je te conte ça dans un autre 2 minutes de babine. Il y avait des problèmes avec sa blonde, c'est ça qu'il faisait pendant ce temps-là. Ah! Fait que là, il décide de juste libérer ces petites filles-là, tu sais, en démantelant ce réseau-là, puis en envoyant en prison, ben, le gars qui leur disait, qui était celui qui ramassait leur argent, en fait, qui travaillait pour Fabio, il envoie ce gars-là en prison, puis il envoie en prison aussi, ils font arrêter officiellement ceux qui avaient couché plusieurs fois avec des prostituées, dont l'humoriste. Oh! Bye-bye! Puis là, ça va faire il y en rire a le monde un en prison. Pour finir l'histoire, ouais, c'est ça.
si on le goût, parce que, tu sais, les gens qui abusent des enfants, c'est pas super populaire en Ouais, prison. il dure pas longtemps en prison. Non. Fait que là, ils ont aussi dans leur ligne de mire un homme très influent, qui est comme un politicien ou quelque chose, et qui offre 50 000 $ à la jeune patente à gosse pour ne pas que son nom sorte dans les journaux. Puis là, c'est là qu'elle est comme, non, mais puis vous parler, puis non, je m'étais trompée, puis son nom, il est pas, non, c'est pas vraiment... Là, finalement, elle décide de collaborer parce que sa mère l'a fait arrêter par la police. Scared straight! Ah! Boom, là, elle flip it! accepte boom, flip it! Puis elle accepte finalement de collaborer avec la police et de livrer son nom à lui. Mais lui, il avait juste couché avec des filles une fois. Fait que son nom, il est même pas sorti finalement. Puis là, il y avait un épisode qui finissait avec lui qui était comme « Non, je n'ai pas dit mon dernier mot, ils m'auront pas le maudit District 31. » Mais là, ça fait comme 30 épisodes plus loin là, que je suis rendue, puis ils en ont jamais reparlé. Je pense qu'ils ont juste oublié que ce plotline-là existait. Non, c'est parce qu'il est encore en train d'échafauder son plan. Ça va être un plan bien compliqué, là. Ça se peut. Mais c'est comme ça que se termine l'histoire du réseau de prostitution juvénile. Hey, Good job, Hélène Bourgeois-Leclerc. Ouais. Good job, Poupou. Good job, Poupou. Même si c'était très peu impliqué dans cette histoire-là. Il était juste là pour être beau. Ouais. C'est ça qui servait. Et il fait toujours très bien ça. Il fait très bien ça. Il fait bien la job. Ben c'était vraiment une belle histoire, mon chum. C'était moins déprimant que ce que je m'attendais. Yeah! Mais là, je suis stressée, là. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui veut démanteler notre district, là. On devrait être stressé. Hey, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir avec sa limousine pis ses 50 000 $ qu'il donne à des jeunes femmes. Pis son saut en lin. Il y avait pas un sou en lin, par exemple, mais il y avait une face bizarre. Oh. On aurait dit qu'il portait une moumoute. C'est possible. T'es en train de se trouver une nouvelle moumoute. Je l'ai très bien identifié comme ça, avec mes talents de détective. On va pouvoir le trouver tout de suite. C'est le gars avec la limousine puis la moumoute. Très précis. Ben merci mon chum, c'était vraiment une bonne histoire de crime pour commencer la journée. Ça m'a fait plaisir. Yes sir. Attends, on va faire un chin avec nos tasses du SPGM, là. Chin. Yes sir. Bon, le commandant Chiasson, il nous gueule après, fait que yes sir, on va y aller avant qu'il flippe un bureau. On va aller se faire engueuler. Yes sir, on s'en va se faire engueuler. Fait que... à la semaine prochaine. 10-4, À la semaine prochaine, partner. 10-4. Yes sir.